on retourne du côté des beaux mecs. Mais avant cela, Répa. On applaudit. Allez, mademoiselle, on respire. Hop. Si j'étais une super-héroïne, il y aurait plus d'hommes comme vous qui osent parler devant autant de femmes réunies. Comme vous, tous les hommes voudraient que les femmes soient à leur égale et diraient qu'elles sont aussi fortes, voire plus, dans leur travail et ne négocieraient pas pour ne pas faire le ménage. Merci. Alors, j'appelle Laurent Combalbert. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur une expérience un peu atypique d'un métier qui est plutôt un métier d'homme, qui est le métier de négociateur de crise. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce métier. Vous avez vu les films? Le négociateur de Brooklyn. Vous avez déjà vu un film qui s'appelle La négociatrice? Alors, j'ai eu la chance de faire ce métier dans un environnement qui est plutôt un environnement d'hommes, puisque j'ai été officier au sein du RAID. Tout le monde connaît le RAID? Qui ne connaît pas le RAID? Tu sors. Le RAID, c'est un groupe d'intervention, et comme dans tous les documentaires qu'on voit sur les groupes d'intervention, l'image qui ressort, c'est plutôt la tenue noire, la cagoule, les armes, et la notion même de négociation est quand même assez absente. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce métier, je suis rentré au RAID pour cette image un peu de rapport de force, hein, devoir casser les portes pour sauver des otages, sauver des gens. Et cette notion de négociation était assez éloignée de ce qu'on pouvait avoir dans cette image collective. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce métier-là, eh bien, je me suis rapproché de nos camarades anglo-saxons. J'ai eu la chance de faire ma formation à l'académie du FBI à Quantico, et, comme dans les films, hein. La forêt virginienne, le bâtiment tout blanc au fond, National Academy. Hein. Vous arrivez, vous demandez si l'agent Mulder et l'agent Scully travaillent toujours là. Et dans ma promo de négociateur au FBI, 32 négociateurs, aucune négociatrice. Tiens, bien. Camarades américains, pas forcément compris que les femmes pouvaient avoir un rôle à jouer dans les métiers de la négociation. Et je rentre en France et je commence à dire à mon patron, il dit, voilà, on pourrait imaginer recruter une négociatrice dans l'équipe, ce serait pas mal pour un peu équilibrer l'équipe. Il me dit, pourquoi tu veux recruter une négociatrice? Je dis parce qu'en négociation, certes, on peut avoir de la technique, hein, on peut avoir des argumentaires, on peut se préparer. Il y a quand même un facteur qui me semble important et qu'on a tendance un peu à oublier quand on réfléchit à ce métier de négociateur de crise, c'est la relation. Ouais, s'il n'y a pas relation, il n'y a pas négociation. Et la relation, c'est basé sur un truc qu'on appelle l'empathie. Hein, l'empathie, la capacité à ressentir l'émotion de l'autre sans l'éprouver soi-même. Et là, mon chef m'a dit, les émotions, le truc des gonzesses, là, c'est ça? Il dit, oui, ce serait pas mal qu'on travaille un peu là-dessus. Alors, je vous laisse imaginer la tête des gens du RAID. La première fois que je leur ai dit qu'on allait travailler sur les émotions. Hein. Ça n'a pas forcément été facile. Et on a développé ce métier justement dans l'idée que la négociation était un outil qui permettait de résoudre de manière pacifique la plupart des situations difficiles qu'on pouvait rencontrer. Et petit à petit, on est passé de 30% de réussite à 85% de réussite. Il y a toujours 15% des cas qui ne sont pas gérables par la négociation, mais chaque fois qu'on faisait évoluer une technique, qu'on avançait sur l'approche technique de la négociation, eh bien on se disait à chaque fois, tiens, c'est marrant, ça, dans l'imaginaire collectif, il semblerait que les femmes sont plus fortes que nous sur cet aspect-là, puis sur celui-là. Et on a intégré un jour une femme négociatrice, qui s'appelait Nathalie, qui s'appelle toujours Nathalie, mais elle n'est plus au RAID. Et un jour, elle est rentrée au contact d'un forcené, quelqu'un qui était retranché, un bon profil bien compliqué, une tête de commis d'office, hein, comme aurait dit l'avocate tout à l'heure. Et c'est vrai qu'elle a réussi avec quelqu'un qui était extrêmement agressif et qui, chaque fois que nous, on prenait contact avec lui, nous rentrait dedans et jouait de cette relation d'homme à homme. Et tu vas voir, je vais t'en mettre une et je vais sortir et je vais tout casser. Elle a réussi juste parce qu'elle était plus ouverte à la relation, parce qu'elle arrivait à l'écouter plus facilement que ce qu'on pouvait faire, à le stabiliser, à le calmer et à le faire sortir. Alors une fois qu'il est sorti, évidemment, nous, les négociateurs, on lui a tapé dans le dos à Nathalie pour dire, écoute, super, bon job. Et quand on est allé voir nos autres collègues du RAID, ils ont dit, ouais, c'est bien les négociateurs, hein, bon boulot. On dit, non, mais c'est pas les négociateurs aujourd'hui, c'est Nathalie qui l'a fait sortir. Ouais, enfin, elle a eu de la chance. Alors, on a essayé de regarder un peu la place des femmes dans les métiers de la négociation. Et pour tout vous dire, quand on parlait de négociation au RAID, c'était plutôt Belmondo. Hein. Vous avez vu les films de Belmondo? Allez, je suis un homme, t'es un homme, arrête tes conneries, viens. C'était ça les techniques de négociation. Hein.
on a très longtemps appliqué une technique qui s'appelle la méthode sort, non, bon, tant pis. Vous connaissez la méthode sort, non, bon, tant pis? Non? Sort, non, bon, tant pis. C'était un petit peu court, hein. Ma première négo au raid, j'arrive comme jeune lieutenant. Jeune lieutenant, ça veut dire de permanence à Noël, le jour de l'an et tous les week-ends, hein, bien sûr. Et mon premier week-end de permanence, ben, j'ai envie que mon beeper sonne, hein, parce que j'ai envie d'aller sur le terrain, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Mais j'ai la trouille qui sonne, parce que j'y connais rien. Hein. J'ai une belle caisse à outils toute neuve, je sais à peine comment on s'en sert. Et l'alerte sonne, 14 h, samedi, tout le monde est rappelé. Très bien. Individu retranché, pas d'armes observées, pas d'otages, donc pas trop dur pour la première. Et je réunis l'équipe, que des hommes, et je leur dis, voilà, je suis l'officier d'alerte, donc je prends les décisions, mais aidez-moi. Si vous voyez que je fais une connerie, vous me le dites. Et il se trouve que mon adjoint qui est de permanence avec moi, ben lui, c'est un vieux de la vieille, hein, ça fait déjà 20 ans qu'il fait ce métier. Il est à 2 ans de la retraite. Il a une petite quarantaine d'années. Et désolé. Et il me dit, t'inquiète pas, je suis là. Très bien. On arrive sur place, le préfet s'est déplacé pour l'occasion. Il me dit, lieutenant, il est à vous. Très bien, monsieur le préfet. Je regarde mon adjoint, et mon adjoint me dit, laisse, je vais négocier. Première leçon de négociation. Il enlève son casque, il s'approche de la porte d'entrée, il fait, bam, 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 police. Et il nous regarde, il fait, il sortira pas. Hein. Bon, il défonce la porte et il rentre. Et toute l'équipe le suit, hein, donc fonctionnement un petit peu rodé quand même. Donc le préfet me regarde avec des grands yeux, moi je suis le gars qui était au courant, il dit oui, bien sûr, c'était prévu. Je me raccroche un peu aux branches, et 12 secondes plus tard, ils ressortent avec l'individu interpellé. Le préfet me regarde, il me dit bravo, belle opération. Non, monsieur le préfet, on a fait que notre travail. Et on rentre, et on débrief. Et je leur dis, ben, bien les gars, bien, bravo, bon boulot. 12 secondes, un samedi après-midi, carré, professionnel. Par contre, la négociation m'a paru un petit peu courte quand même. Et là, ils me disent tous en chœur, attends, ce soir, il y a match. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire de prise d'otage les soirs de match. Hein. Donc c'est vrai que cette notion de négociation était un peu compliquée, et la place des femmes dans ces métiers-là, on considérait que ce n'était pas possible d'avoir des femmes dans l'équipe. Bah oui, vous imaginez, dans un groupe d'intervention, le casque fait 7 kg, le gilet pare-balles, 18 kg, le bouclier lourd, tout l'équipement, ça ne jouait pas. Et puis un jour, on a organisé un exercice au niveau européen, et je me suis retrouvé binômé avec un binôme italien. Et on était dans une épreuve qui était un peu compliquée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se parler avant l'épreuve, on doit juste communiquer par geste, et on doit faire ce qu'on appelle une investigation, rentrer dans un lieu, faire une investigation et découvrir une personne qui s'est potentiellement retranchée. Et je suis binômé avec 2 Italiens, on commence à donner nos codes gestuels, on avance, on fait une superbe progression, on fait un truc d'enfer, on bat le record de l'épreuve, on sort, on débriefe, on enlève nos casques, et là, les 2 Italiens enlèvent leurs casques, il y a 2 longues chevelures blondes qui tombent, c'était 2 femmes. Et là, tous nos collègues ont regardé en disant « Waouh, elles ont le même équipement que nous, elles ont le même matériel, elles sont jolies en plus. Hein » Donc c'est possible. Et oui, c'est possible. C'est possible parce que quand on est dans ces métiers-là, on a besoin, certes, d'avoir le rapport de force, mais on a aussi besoin d'avoir d'autres outils sur lesquels on est peut-être un peu moins compétent. Et aujourd'hui, j'ai quitté les systèmes. En 2004, je suis parti de l'administration. J'ai monté une équipe de négociateurs professionnels, négociateurs privés. Notre travail, c'est de gérer des négociations complexes. On gère des négociations difficiles sur des grosses crises sociales, sur des gros business, des M&A, comme le disait tout à l'heure Caroline, mais également sur des négociations plus critiques que sont les kidnappings et les extorsions. Vous avez conscience du business du kidnapping dans le monde? Combien de kidnappings dans le monde tous les ans, d'après vous? 2, 3? 200, 500 en gauche, qui dit mieux? 100 000, 100 000 une fois, 100 000 deux fois. Officiellement, entre 80 et 90 000. Officieusement, entre 800 et 900 000. Et on a des équipes de négociateurs professionnels. Et quand on les fait travailler, eh bien, certes, on a de la technique, évidemment. Comme tous les gens qui font de la négociation, il y a des techniques, des argumentaires. Mais il y a 2 outils clés dans la négociation. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'empathie. Et l'empathie, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la capacité à se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est la capacité à ressentir l'émotion de l'autre sans l'éprouver soi-même. Parce que si je l'éprouve moi-même, je deviens sympathique. Et la sympathie, ça nous fait perdre notre objectivité. Eh bien, cette capacité à ressentir l'émotion, éprouver l'émotion, c'est pour ça que les femmes sont bien plus performantes que nous dans cette logique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on a un test de négociateur. Certains parmi vous ont passé le TOEFL ou le TOEIC, voilà, pour se scorer en anglais. En négociation, il n'y a pas de test. C'est difficile de savoir si on est bon ou mauvais négociateur ou négociatrice. Il y a un test qui s'appelle le NESTA, Negotiation Skill Test and Assessment, qui permet d'avoir un score, comme le TOEFL. Eh bien, les 3 records du NESTA, ce sont des femmes, des négociatrices. Donc, cette idée de capacité à créer la relation,
forcément, mesdames, vous avez plus d'avantages que nous et vous êtes naturellement dans cette logique. Et en plus, on est amené à mener les négociations les plus complexes dans nos vies personnelles parce que les négociations les plus dures, c'est avec les enfants. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants. Moi, je suis négociateur professionnel. Je cours la planète pour négocier avec tous les criminels du monde entier. J'ai 4 enfants. Et chaque fois que je négocie avec eux, je me fais rouler. Ça veut dire que c'est quand même le top du top de la négociation. Hein. Bon, j'ai aussi 2 ex-femmes. Ça, c'est le summum du summum de la négociation. Hein. Alors, je ne bats pas le record de tout à l'heure. Hein. 4 mariages, 3 mariages, j'en ai fait que 2. Hein. Mais c'est vrai que cette capacité à créer la relation, quand on vous voit négocier avec les enfants, moi j'ai écrit 14 bouquins, mon dernier s'appelle « Devenez meilleur négociateur que vos enfants ». Parce que je me suis inspiré de plein de femmes que je voyais négocier avec leurs enfants. Et moi j'avais plutôt une tendance à être dans le rapport de force. Et voilà, c'est oui ou c'est non, c'est ça, et c'est pas autrement. Et pourquoi? Parce que je suis ton père. Et puis quand j'ai... Oui, c'est bien comme argument. Hein. C'est très construit, très positif. Hein. Et quand j'ai commencé à regarder les femmes autour de moi qui négociaient avec leurs propres enfants, je me suis dit, mais évidemment, elles négocient, elles créent le lien, elles mettent de l'émotion, mais sans trop en mettre. Et cette logique de capacité empathique, elle est clé, elle est fondamentale. Alors c'est vrai, mesdames, vous avez aussi, parfois malheureusement, dans plein de cas, et j'espère que ce sera de moins en moins, mais un problème, c'est ce qu'on appelle le pouvoir personnel. Dans toutes les négociations, il y a 4 pouvoirs qu'on utilise. Le pouvoir institutionnel. On appartient à une institution, on a un rang dans une institution, mais ça, qu'on soit un homme ou une femme, l'institution reste la même, le rang reste le même. On a un pouvoir situationnel. La situation nous donne du pouvoir. Dans ce cas-là, je sais faire un truc, c'est la compétence. Et ça, dans la compétence, hein, toutes les études le montrent, vous avez tendance à être rapidement plus compétente que les hommes. Il y a un 3e pouvoir qui est le pouvoir relationnel, l'empathie, j'en ai déjà parlé, et vous êtes particulièrement fort dans ce pouvoir, mais il y a un 4e pouvoir qu'on appelle le pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel, le fait d'être un homme, le fait d'être une femme, change ce pouvoir personnel. Et ça dépend de quoi? De la personne qui est en face. Si vous êtes face à un misogyne, le fait d'être une femme va impacter votre pouvoir personnel. Si vous êtes jeune et qu'on entend quelqu'un de plus expérimenté, alors là, c'est encore pire. J'ai formé il y a quelque temps des oncologues, traitement du cancer, parce qu'en oncologie, il faut négocier avec les patients. Il y a 80% de non-observance. Les patients qui ne prennent pas correctement le traitement, qui le refusent dès le début, qui l'acceptent mais qui ne le prennent pas jusqu'au bout, ou qui l'acceptent mais qui le prennent mal. Et on a formé des oncologues sur notamment ces 4 pouvoirs. Et avant de commencer la formation, on me dit, tu vas voir, ce soir, il y a une oncologue, elle est chef de service, chef de clinique, elle dirige une institution réputée dans le monde entier, donc gros pouvoir institutionnel. Elle est hyper compétente sur une forme de cancer extrêmement complexe, elle fait des conférences dans le monde entier, gros pouvoir situationnel, 2 pouvoirs super forts. Elle a un 3e pouvoir, le pouvoir relationnel, elle est empathique, elle transpire l'empathie. Très bien. Elle rentre dans la salle, et j'ai dit, tiens, il y a des internes aussi invités ce soir. Elle est hyper jeune, elle est canonissime. Et quand je parle du pouvoir personnel, elle éclate de rire. Elle me dit, j'ai un pouvoir personnel nul. Parce que chaque fois que je parle à un patient, quand j'ai fini, il me dit, bon, quand est-ce qu'il vient le docteur? Et c'est vrai que cette notion de pouvoir personnel, c'est super injuste. Hein. Donc, pour l'instant, vous êtes obligé de vous concentrer sur les 3 autres pouvoirs. Mais j'espère qu'un jour, les mentalités changeront et que ce pouvoir personnel, il reviendra à l'égal des hommes et que ce ne sera plus là-dessus que vous aurez à prendre la main quand vous êtes amené à faire de la négociation. Et aujourd'hui, j'ai 70 négociateurs répartis dans le monde entier. On n'a que 10 femmes négociatrices. Pourquoi? Pas qu'on n'a pas envie d'avoir des femmes dans l'équipe, c'est qu'on n'en trouve pas. On trouve très peu de femmes négociatrices. Et cette capacité-là, elle est étonnante parce qu'il y a un autre outil qui, dans notre métier de négociation complexe, est fondamental. C'est l'intuition. Alors, on a tendance à parler d'intuition féminine. Hein. Il n'y a pas d'intuition féminine. Il y a une intuition pour tout le monde. Mais vous, les femmes, vous avez tendance à l'écouter plus facilement que les hommes. Et comment vous considérez l'intuition? C'est rationnel ou pas? Non? Qui est-ce qui utilise ces intuitions ici? Ah ouais. Ouais, normal, vous êtes plein de femmes, c'est normal. L'intuition, c'est un outil très rationnel. Je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle « L'erreur de Descartes », écrit par Antonio Damasio, dans lequel Damasio montre que Descartes s'est trompé en séparant la raison de l'émotion. Et que l'intuition, c'est la capacité inconsciente à interroger les expériences qu'on a acquises, mais plus précisément, la théorie des marqueurs somatiques, à interroger les marqueurs que l'on place dans notre cortex préfrontal. Chaque fois qu'on a une expérience, qu'on vit une émotion, on va marquer cette émotion. Et l'intuition est la capacité inconsciente à interroger ces marqueurs.
Ça veut dire que si j'ai de l'expérience, si je sais écouter mon émotion et si je sais l'utiliser, j'ai une réelle capacité intuitive. Et toutes les études en neurosciences démontrent que le meilleur outil de prise de décision en environnement complexe, c'est-à-dire avec un environnement dans lequel des paramètres sont incertains, c'est-à-dire notre environnement, c'est l'intuition. Et là aussi, vous avez ce petit avantage qui, en négociation, est un facteur clé. Très souvent, les gens parlent de chance, ils ont eu de la chance. Ils ont une capacité à saisir une opportunité, et c'est souvent basé sur l'intuition. Alors, je vous dis qu'on a du mal à trouver des femmes négociatrices, et c'est vrai, parce que vous avez des outils de base, ils sont plus performants naturellement que ceux des hommes. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça avance pas? Et on a essayé de s'interroger là-dessus. Je regarde le temps. Ah oui, oui, je parle beaucoup. Hein. Pour un négociateur, il vaut mieux aimer parler. Sinon, c'est un métier qui est très vite très long. Hein. Ma plus longue négociation a duré 21 heures d'affilée. Ah, méfiez-vous. Hein. Au bout de 21 heures, le gars s'est rendu. Il a dit, bon, je me rends, mais dites-lui qu'il arrête de me parler. Hein. Donc on a essayé de s'interroger sur pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes négociatrices. On a travaillé avec des clubs de femmes dirigeantes. Et ce qui ressort tout le temps, c'est elles ont les outils, elles ont la matière, elles ont la technique, mais elles manquent de confiance. C'est le petit manque de confiance qui fait que aujourd'hui, quand on regarde les équipes de négociateurs professionnels, il y a peu de femmes. Quand on accompagne des fusions-acquisitions dans les équipes de négociateurs, il n'y a pratiquement pas de femmes. Quand on accompagne des grosses négociations sociales, il n'y a pratiquement pas de femmes. Or, vous avez la base pour être toutes meilleures négociatrices que les hommes. On a créé une fondation qui s'appelle ADN Fondation. Notre agence s'appelle ADN, l'agence des négociateurs. Et dans ADN Fondation, présidée par Julie Crouzillac, l'objectif de la fondation, c'est de valoriser la place des femmes dans les métiers de la négociation. Alors, mesdames, prenez la place que vous méritez. Prenez confiance. Saisissez les métiers de la négociation. Ne vous laissez pas pipoter par les hommes qui disent non, 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 c'est un truc d'homme, ça. C'est un vrai métier où les femmes ont leur place. Et j'espère que si on se revoit dans 10 ans, eh bien, il y aura la moitié de négociatrices dans toutes les équipes de négociateurs professionnels. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Laurent. Bravo.